Donc je laisse la parole à Xavier pour gagner un peu de temps et je te laisse Voilà, là c'est bon, parfait, très bien. Bienvenue parmi nous. Tu viens de l'abbaye de Fontevraud aujourd'hui? Je Non. viens d'un cloître, oui. Ah, d'un cloître, voilà. Je sors d'un Pour faire cloître. la liaison. Voilà. Voilà, la liaison est parfaite. Merci beaucoup, beaucoup d'être parmi nous. Alors voilà, reprendre le temps dans un monde qui va très 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 vite, que vous pouvez le vivre, on peut tous le vivre tout le temps en ce moment, ça va très très vite, de plus en plus vite. Reprendre le temps de voir et de déguster un roman de Jean Giono ou un film de Frédéric Bach. Ton sujet de conférence et ton sujet de travail en général, mais j'ai surtout envie que tu commences par te présenter, qui tu es, ce que tu as fait, ton parcours, parce que c'est aussi Xavier, quelqu'un qui porte beaucoup à bout de bras le secteur du cinéma d'animation en général et qui fédère beaucoup de gens dans son travail. Entre autres, il a créé une association qui s'appelle la Nef Animation, et je tiens à ce que tu en parles et que tu le présentes. Un journal qui s'appelle Blim Blanc aussi, donc beaucoup d'actualités. Donc je te laisse la parole et je me tais. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup de cette invitation. Je suis ravi d'être avec vous ce matin. Effectivement, le monde va vite et il va tellement vite qu'on est tout le temps en retard. Enfin, voilà. Donc c'est une lutte permanente. Je viens juste d'arriver. Je suis un peu désolé de ne pas avoir suivi la conférence de Marc Azéma. Mais tout est enregistré. Bon, j'ai lu son bouquin, mais j'aurais été quand même content de l'écouter un peu plus. Donc oui, je sors d'un cloître puisque mes bureaux sont à l'abbaye de Fontevraud. L'abbaye de Fontevraud, c'est un grand lieu de patrimoine, d'histoire qui se trouve sur les bords de Loire, entre Chinon et Saumur. C'est un monument que l'on visite pour ses 1000 ans d'histoire et d'architecture et de sculpture, mais c'est aussi ce qu'on appelle un centre culturel de rencontre, c'est-à-dire un lieu dans lequel se développe depuis les années 70 un projet pluridisciplinaire avec la musique, l'art contemporain, etc. Donc j'ai dirigé longuement ce site et j'y ai introduit en particulier une résidence d'écriture pour le film d'animation, donc il y a presque 20 ans de ça maintenant, parce qu'à ce moment-là, il existait assez peu il n'existait pas en France de lieux dédiés où on donnait justement le temps à des créateurs, des artistes de l'animation d'écrire, de travailler, de développer un projet. Alors qu'est-ce que j'ai fait avant? Ma formation, en fait, maintenant il y a prescription parce que j'ai presque tout oublié, mais je suis historien du Moyen-Âge de formation. J'ai fait des études à l'université de Poitiers. Mon sujet de recherche était lié ça a à voir avec un peu avec ce dont je vais parler aujourd'hui, puisque je travaillais sur le roman de Renard, qui est une grande œuvre, un monument de l'imaginaire médiéval dans une approche d'anthropologie historique. C'est-à-dire j'essayais de montrer comment cette œuvre n'était pas qu'un récit animalier, mais qu'il mettait en jeu une vision de la société, une vision, des visions notamment politiques assez particulières. Et puis le cinéma, d'une part, le dessin a toujours été parmi mes passions. Puis à un moment donné, les deux se sont rencontrés, le cinéma et le dessin. Je me suis dit, mais oui, mais c'est bien sûr, ça s'appelle le cinéma d'animation. Et ma passion pour l'animation est née en découvrant, enfin la porte s'est ouverte en découvrant le roman de Renard de Starevich. Qui était restauré à ce moment-là. Et donc là, tout se rejoignait, c'est-à-dire à la fois mon intérêt pour le roman de Renard, pour le Moyen-Âge, pour le cinéma, pour l'animation, et puis c'était la découverte d'un monde extraordinaire. Et donc donc mon premier poste a été à Conques. J'ai dirigé longuement le site de Conques dans l'Aveyron, qui est un lieu absolument magnifique. Ensuite, j'ai rejoint le Forum des Images à Paris, où j'ai développé beaucoup tout d'ailleurs, parce qu'il n'y en avait pas à l'époque, le cinéma d'animation, notamment des choses qui existent encore aujourd'hui, comme le Carrefour de l'animation, mais des choses qui ont été plus éphémères, comme le Festival Nouvelles Images du Japon, qui a eu lieu à la fin des années 90. On s'est d'ailleurs rencontré à ce moment-là avec Franck, et qui a joué un rôle pionnier sur la connaissance et la reconnaissance des grands auteurs de l'animation japonaise. C'est une aventure que j'ai menée conjointement avec un voisin et ami qui s'appelle Ilan Nguyen, qui est le grand spécialiste de l'animation japonaise. Et donc on a fait notamment en 2001 la première rétrospective en sa présence de Miyazaki, première internationale du voyage de Chihiro. Donc voilà, des moments assez exceptionnels. Et puis donc après j'ai rejoint l'abbaye de Fontevraud, où là finalement j'ai pu conjuguer c'est à la fois mon intérêt pour le Moyen-Âge et l'art en général,
et puis développer donc un projet pour le cinéma d'animation. Et donc depuis 7-8 ans maintenant, ce projet s'est autonomisé. J'ai quitté la direction de l'Abbaye de Fontevraud pour fonder donc cette association qui s'appelle Nef Animation, Nouvelles écritures pour le film d'animation, qui est toujours basée à l'Abbaye de Fontevraud et qui a un volet d'activité assez important aujourd'hui, puisque nous co-organisons 4 sessions de résidence par an, c'est-à-dire qu'il y a une quarantaine d'auteurs qui viennent écrire des projets. C'est un lieu de rencontre, de débat sur l'animation en tant qu'art. Notamment, il y a un rendez-vous auquel on est très heureux que vous puissiez nous rejoindre une année qui s'appelle Les Chemins de la Création, qui se passe dans ce cadre magnifique de Fontevraud pendant 2 jours, et on parle des films en train de se faire, des projets, des réflexions sur l'animation en tant qu'art, des masterclass également. Et puis, donc, on a pris l'initiative de fonder, maintenant il y a 3 ans, 4 ans, je ne sais plus, le temps passe, la revue donc, qui s'appelle Bling Blanc, la revue du film d'animation, qui est une revue semestrielle coéditée avec la Cinémathèque québécoise et un éditeur indépendant qui s'appelle Warm, et qui a pour but d'accompagner l'extraordinaire floraison de l'animation sous tous les supports, dans toutes les esthétiques que l'on vit actuellement, qui est absolument incroyable, et de l'accompagner avec un regard critique, un regard historique, un regard qui permet d'avancer, de faire avancer l'idée, parce que même si la reconnaissance de l'animation est largement en cours, les choses ont beaucoup bougé depuis 20 ans, il n'empêche qu'il y a encore du chemin à parcourir pour faire en sorte que l'animation soit reconnue comme un art à part entière, c'est-à-dire à l'égal des autres, et pas un art en marge du cinéma qui lui-même est encore un petit peu en marge de la reconnaissance des arts officiels. Voilà. Et on offre tous les ans à Méliès, à nos étudiants, à Noël, c'est en ce moment, la revue pour qu'ils puissent la découvrir et la déguster. Voilà, donc merci, parce qu'effectivement j'allais y venir. Voilà, l'école Georges Méliès est un partenaire important de cette revue, et voilà, et on est très heureux de ce, j'ose pas dire compagnonnage, mais finalement c'est un petit peu de cela dont il s'agit, puisque on se suit, on travaille l'un et l'autre depuis longtemps ensemble. Voilà, donc ce dont Frédéric Bach, mais Franck Petita, avant, Franck m'a invité à venir vous parler suite à une conférence que j'ai faite sur Frédéric Bach et ce film qui s'appelle L'homme qui plantait des arbres. Il m'avait invité à en parler aujourd'hui avec vous. J'ai à la fois suivi la commande et puis j'ai un peu désobéi aux ordres. J'ai pris cette liberté-là, j'ai compris qu'on avait le droit. Donc oui, je vais parler de Frédéric Bach, de L'homme qui plantait des arbres, et de l'autre film important de sa filmographie qui s'appelle Crac, qui a aussi obtenu un Oscar. Mais je veux le resituer dans une réflexion que je mène depuis quelques années, qui va aboutir, je pense, l'année prochaine ou dans 2 ans au maximum à l'écriture d'un livre sur la question de la relation entre l'écologie, enfin l'animation et l'écologie. Alors, je vais me mettre... Bon, pourquoi cette question-là? Parce que tout simplement, la question de la crise écologique à laquelle on est affronté, elle regarde tout le monde, donc elle regarde aussi les créateurs de l'animation, aussi les futurs créateurs de l'animation. C'est pas pour faire mode, c'est simplement une question d'éthique, d'engagement, de se dire que l'animation en tant qu'art a aussi à voir, évidemment, avec le monde qui l'entoure, et cette question est importante. Pour autant, elle ne se situe pas simplement... alors elle se situe bien sûr du côté, on va dire, de savoir comment pratiquer une animation plus responsable, c'est-à-dire comment effectivement être économe en énergie, être responsable dans le domaine de la production de l'animation comme on doit l'être dans tous les domaines, ça c'est évident. Mais ce n'est pas tant cette question-là sur laquelle je travaille, parce que celle-là, je ne sais pas y répondre. J'y participe, mais je ne sais pas y répondre. Mais plutôt, effectivement, comment l'animation en tant qu'art, dans la façon dont elle témoigne du réel, peut effectivement jouer un rôle positif, ou en tout cas être éthiquement aligné, on va dire, avec cet enjeu crucial pour nous tous.
Donc, ouais, tu veux bien passer les liens? Super, merci Franck. Donc, les dessins animés peuvent-ils sauver la planète? En fait, quand on regarde les choses historiquement, la première chose que j'ai constatée, j'ai fait une filmographie assez complète des questions écologiques dans l'animation. En fait, l'animation est en avance sur le cinéma, en particulier dans sa prise de conscience écologique. Vous avez, dès les années 60, beaucoup de films, et encore plus à partir des années 73. 73, le rapport de Rome, les grands articles d'Edgar Morin. À partir de 73, il est impossible de ne pas savoir ce qui va se passer, ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que la presse en parle, on est au courant, mais soit on ne le prend pas au sérieux, soit on n'arrive pas à en prendre conscience. Et encore aujourd'hui, on voit bien cet écart entre la connaissance que l'on a et cette espèce de latence dans les prises de décision, dans la réaction individuelle et collective. C'est ça qui m'a intéressé. Donc l'animation est en avance, vraiment. Et ça, c'est intéressant, on pourrait expliquer pourquoi. Là, je veux juste vous passer un petit extrait d'un film intéressant, 63, qui s'appelle Automania, de John Hallas, qui est l'un des films qui montre, finalement, qui fait la critique du progrès, c'est d'ailleurs la critique de la surproduction, la surconsommation et les effets induits. On va juste regarder le début. On se projette en l'an 2000. Si on peut être un peu plus fort. Science has brought mankind new and undreamt of standards of living. The development of the science of electro-hydromagnetics has given us limitless cheap power. They have been able to harvest the great hidden wealth of the sea. Donc, développement industriel, technologique, scientifique qui passe par l'épuisement, l'exploitation, l'épuisement des ressources naturelles, tout ce qu'on connaît, qu'on a vécu, qui est déjà en marche dans les années 60. La consommation de masse, la saturation de l'espace par les biens, par les objets, l'urbanisation, la pollution. Et puis, on va arrêter sur ça, cette métaphore qui est qu'à la fin, c'est presque une vision prophétique du confinement. Les gens finissent par habiter confinés dans leur maison parce qu'il y a tellement dans leur voiture, parce qu'il y a tellement de voitures qu'on ne peut plus circuler et que finalement, ça devient un espace de confinement, home sweet home, on va arrêter ici. Voilà, vous en avez plein, des films comme ça, qui témoignent de cela. On va passer à la diapositive suivante. L'autre grande alerte, c'est celle, effectivement, d'un futur apocalyptique ou post-apocalyptique qui est particulièrement présent dans les représentations de l'animation japonaise. On comprend pourquoi. Le drame nucléaire, du bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki a évidemment conscientisé particulièrement la société japonaise qui par ailleurs est extrêmement technologique et industrielle sur ces questions-là. Donc là je cite parmi d'autres le Nausicaa de Miyazaki. Il y a un aspect plus important, plus fondamental, donc ça c'est effectivement la question de l'alerte. Mais il y a quelque chose de plus fondamental qui se joue au-delà de l'alerte, parce qu'on voit bien qu'en gros, alerter ne suffit pas, sinon ça ferait longtemps qu'on aurait pris les mesures indispensables. Mais cette question plus importante, elle est liée à ce qu'on peut appeler une expérience substitutive de la nature. Suivante. Pardon, il y a un problème de diapo, on va aller plus loin. C'est bloqué. Pardon. Voilà. Une étude en
2014, qui a été fait par notamment une équipe scientifique du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Ils ont travaillé en fait sur la représentation de la nature dans le cinéma d'animation mainstream, Disney, Pixar, etc. Pour regarder ce qui se passait, d'une part, et quels effets pouvait avoir cette représentation justement sur la conscience et la capacité à agir des spectateurs. Premier constat, donc une érosion très forte, il y avait un petit schéma, mais une érosion très forte permanente depuis les années 40 jusqu'à aujourd'hui de la représentation de la biodiversité. Là où on présentait une certaine diversité dans les végétaux, dans les animaux, et bien ce nombre d'espèces, la variété des espèces, elle s'étiole de plus en plus à l'écran. Pourquoi ? Parce que finalement, ce cinéma-là est en rapport avec la connaissance, avec la culture générale qu'ont les spectateurs. En gros, quand vous êtes dans les années 40 et que vous savez faire la différence entre une fauvette et une bergeronnette, c'est intéressant de représenter à l'écran une bergeronnette et une fauvette. Quand le spectateur ne voit plus cette différence, c'est plus nécessaire. Et finalement, on arrive à une forme, en suivant effectivement cette pente, on arrive au fait que dans les films d'animation Disney, etc., ben les oiseaux, par exemple, sont réduits aux pigeons, aux moineaux, à la mouette. Voilà. Mais les bergeronnettes, les fauvettes, les hirondelles encore, il y en a eu quelques-uns, mais ça disparaît à l'écran parce que ça disparaît de la connaissance, de l'expérience réelle des spectateurs. N'oublions pas que le Walt Disney, lorsque l'industrie disneyenne se forme dans les années 1920 aux États-Unis, le public qui regarde, c'est un public il n'y a pas si longtemps que ça, il était rural. Hein, ce sont des gens qui viennent, des paysans qui viennent des campagnes polonaises, italiennes ou autres, qui sont des ruraux, donc qui savent traire une vache et une chèvre et qui participent effectivement, qui rentrent dans l'industrie, qui rentrent dans le développement industriel, qui commencent à voir les cartoons, mais eux, ils ont encore cette culture que nous avons perdue. Donc ça, c'est une première chose. Vous allez me dire, ok, ça témoigne d'une évolution. Mais ce qui est plus important, c'est qu'il y a un effet retour. Alors il y a deux choses. La première chose, c'est que par rapport à ce dont je vous parlais, dans les années 20, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la société est encore majoritairement rurale. La majorité de la population terrestre vit en relation avec une relation concrète avec la nature. Et ce qui se passe, effectivement, vous le savez, c'est le développement de la société, de l'urbanisation, qui fait qu'aujourd'hui, la majorité de la population mondiale, largement, est urbaine. Donc son rapport avec la nature, il s'est extrêmement éloigné. Si vous voulez aller voir une bergeronnette, il faut prendre le RER, etc. etc., etc. Donc ça veut dire que l'expérience que nous avons, nous, aujourd'hui de la nature, c'est une expérience qui passe essentiellement par les médias, et c'est évidemment extrêmement vrai pour les enfants. Le dessin animé, le film d'animation, de manière générale, représente une expérience substitutive de la nature qui aujourd'hui est majoritaire. En quelque sorte, un enfant qui naît aujourd'hui, qui grandit à New York, à Paris, à Tokyo, eh bien, sa connaissance de la nature, elle passe par le film d'animation. Parce qu'il il consomme, ou il voit avant tout du film d'animation. Dernier aspect, ce qui est extrêmement important, c'est des questions d'éthique. L'expérience de la nature que l'on a, et ça, ce sont des études qui croisent des études sociologiques, a un effet très concret sur la capacité à agir. On peut le résumer comme ça, c'est très simple. Si vous ne faites plus la différence entre une bergeronnette et une fauvette, comme moi, si vous ne voyez plus dans votre et que vous voyez plus dans la vie réelle ni bergeronnette ni fauvette, ça ne vous pose pas de problème, puisqu'elle n'existe pas dans votre imaginaire. Elle ne vous manque pas. Donc la biodiversité s'étiole sans qu'on soit en capacité effectivement de réagir véritablement, parce qu'on ne la voit pas disparaître. Vous voyez, on voit disparaître, moi je vois disparaître les hirondelles, je vois disparaître les hérissons, j'en vois de moins en moins, j'y suis sensible, mais le reste, je n'y suis pas sensible, et je ne parle pas des insectes, etc. Donc on voit d'une certaine manière que, pour résumer, le film d'animation, dans le fait qu'il représente un médium aujourd'hui majoritaire, notamment pour toutes les jeunes, a potentiellement une responsabilité ou un rôle à jouer sur cette question-là. Ce n'est pas une question mince, ce n'est pas juste une question pour se donner bonne conscience et faire joli, c'est qu'on voit bien, voilà, si on veut faire en sorte d'agir ensemble sur les consciences, de se dire réveillons-nous, eh bien le cinéma d'animation, il est au cœur de ce sujet-là.
beaucoup plus que tout le reste, que tous les autres arts et que tous les autres médiums. On va avancer. Je vais aller très très vite là-dessus. On part de loin, parce que ce n'est pas simplement la question de la biodiversité qui est en jeu, mais la façon dont on représente la nature, plus exactement le vivant. Alors là, je vais très très vite. J'ai marqué l'homme et la nature parce qu'on a longtemps pensé, on est héritier d'une vision qui remonte à loin, qui place l'homme dans une situation d'extériorité par rapport à la nature. Le concept même de nature fait qu'on en serait extérieur. Ce sur quoi les philosophes, les anthropologues travaillent aujourd'hui, c'est à nous faire comprendre que nous sommes partie intégrante de la nature et que l'homme, contrairement à ce qu'on a appris en philosophie, est un animal. Peut-être pas totalement comme les autres, mais est un animal. Voilà. Donc aujourd'hui, à ce terme de l'homme et la nature, on tente de parler, de préférer le terme de l'humain et les autres vivants. Et ce qui est en jeu, ce n'est pas la disparition de la nature, c'est la disparition du vivant dont l'homme fait partie. Je ne chipote pas avec les mots, mais les mots sont effectivement des éléments essentiels pour prendre conscience, pour argumenter une pensée, pour savoir effectivement comment agir. Donc la façon dont on représente l'humain, pas que l'homme, l'humain, là il y a aussi des choses qui évoluent dans le langage et qui sont importantes. La façon dont on représente l'humain, la façon dont on représente les autres animaux est extrêmement importante et on a effectivement un héritage qui là est complètement anthropomorphique. Je vais vite, hein. Les frères Fleischer, vous voyez, on a les animaux du cartoon, c'est ça, on va aller plus loin. Et puis cette filiation hein, de la représentation anthropomorphique des animaux comme mode de représentation dominant, il existe jusqu'à aujourd'hui. Hein. Voilà, ce sont pas des animaux que l'on a à l'écran, ce sont des animaux complètement dénaturés. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas intéressants, qu'on peut pas travailler. Voilà, c'est des animaux qui sont les héritiers du roman de renard, mais ce ne sont pas des animaux réalistes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir conscience de ce qu'est un renard à travers ce personnage-là. Voilà. On va avancer. Et donc, voilà, Bip Bip, le coyote de Bip Bip le dit bien, ça, moi je trouve ça très drôle, il vous dit bien, arrêtez au nom de l'humanité. Hein, il fait partie de l'humanité, soyons clairs, c'est pas un coyote, c'est autant un humain, plus un humain qu'un coyote. On avance. Un petit blocage. On va avancer alors encore. Voilà, le réalisme en fait disneyen, c'est un réalisme qui en fait est avant tout formel. On va aller plus loin. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui sont archi connues, c'est-à-dire que pour aller très vite, il y a un réalisme dans la représentation formelle à partir de Blanche-Neige, mais on va dire dans la profondeur des personnages, les personnages sont toujours des faire-valoir, les personnages animaux sont toujours des faire-valoir de l'humain. Des personnages, même lorsqu'ils sont sauvages, ils ont une relation de domesticité avec l'homme, et puis ce sont des animaux qui sont... la nature ou le vivant est organisé selon une vision morale. Dans Disney, vous avez des valeurs morales. Vous avez les bons et les méchants. Les animaux sont bons ou sont méchants. C'est du sentimentalisme. Un tigre ou un lapin n'est pas bon ou méchant. Il faut attendre les Monty Python pour se rendre compte que, je ne sais pas si vous avez vu Sacré Graal, pour se rendre compte qu'un lapin, ça peut être super dangereux et que ce n'est pas plus méchant ou plus gentil qu'un tigre. Et l'expérience, ma fille avait un lapin et il était comme celui des Monty Python et je suis bien content d'avoir vu ça parce que c'est dangereux un lapin quand ça a faim. On peut avancer. Voilà, donc en fait ce qui est en jeu, c'est changer de regard. C'est ce décentrement du regard pour effectivement essayer de ne plus penser le vivant, la nature, de façon différente. Et c'est pour ça, et c'est dans ce cadre-là que le film de Frédéric Bach, les films de Frédéric Bach sont importants. Next. Alors, qui est Frédéric Bach ? Eh bien, très rapidement, c'est ce monsieur que vous voyez à l'écran, qui est décédé depuis plusieurs années, qui appartient à la génération des gens qui ont grandi pendant la Deuxième Guerre mondiale, 1924. Il est né à Saarbrück, en Alsace. C'est un Français d'origine. Il a fait ses études à l'école Étienne, puis les Beaux-Arts de Rennes, où il a eu comme maître un peintre important qui s'appelle Mathurin Méheux, sur lequel je vais revenir, donc une formation vraiment de peintre, et ça c'est extrêmement important. Il émigre au Québec en 1948 parce qu'il tombe amoureux de sa correspondante. L'amour est une valeur importante pour nous tous, et pour lui en particulier. Il travaille, et je vais revenir dessus, il travaille à Radio-Canada en 1952, il fait différents projets, différentes fonctions, notamment dans les décors pour la télévision. Et puis, il commence, en tant que réalisateur, à faire des films pédagogiques.
C'est quelqu'un qui a un engagement écologique très tôt, hein, dès les années 70. Il fait partie des militants, il ne fait pas que payer sa cotisation, c'est vraiment un militant important, très actif, en soutien, mais aussi en un certain nombre d'interventions directes et concrètes. C'est un auteur important parce qu'il va véritablement, d'une part artistiquement, il est reconnu comme un des grands maîtres de l'animation, je vais y revenir, et il va accéder à une reconnaissance internationale, notamment par le fait que 2 de ses films, donc Crack et L'homme qui plantait les arbres, ont obtenu des Oscars et ils font partie de ces films oscarisés qui sont vraiment des films d'auteur et qui pèsent d'un poids extrêmement important, qui sont très influents dans la façon dans l'histoire de l'animation. La prochaine, bon voilà, ça c'est sa filmographie. Donc, qui se développe des années 70 au début des années 93 avec donc vous voyez les 2 films dont je vais parler se placent plutôt à la fin de sa filmographie, donc Crack 81, 87 L'homme qui plantait des arbres, et son dernier film en animation, parce qu'il a fait aussi du documentaire en 93, Le fleuve aux grandes eaux, dont vous voyez l'image ici, qui est un film qui fait tout à fait partie de ce propos écologique et qui alerte, mais qui est un film très grave, hein, sur la disparition de la biodiversité dans le fleuve Saint-Laurent. Voici Frédéric Bach au travail. Alors, ce sur quoi je voulais insister à travers, donc ça c'est à la fin de sa vie, sur lequel je voulais insister, c'est le fait qu'il est aussi l'inventeur d'une technique tout à fait particulière. Les grands maîtres de l'animation inventent tout le temps leur technique. Ça fait partie, je crois, du propre de l'animation. Je pense que vous aussi, vous êtes des inventeurs, et, parce que ça fait partie de l'art de l'animation, d'être sans arrêt en mutation. Lui invente une technique qui consiste à dessiner au crayon de couleur, crayon de cire, sur des feuilles d'acétate légèrement rugueuses, ce qui fait que ça conjugue, on va dire, l'intérêt, enfin la possibilité du cellulo, à travers la transparence du cellulo, au fait de pouvoir donner à l'image un rendu qui est vraiment celui du dessin, du crayon, de l'épaisseur du trait, de la matière. Donc je vous parle évidemment d'un temps où le cellulo était la technique mère et reine, et il n'y avait pas d'ordinateur. Voilà. Je vais aller. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder peut-être maintenant un petit extrait, parce que je vous parle de films, donc peut-être que vous ne les avez pas vus. Si ? Vas-y, mais tu peux les montrer. Bon, alors on va regarder un petit extrait de chacun des 2 films. Alors, qu'est-ce qu'il me fait là ? Hop là. Voilà, donc le début de Crack.
Voilà, donc un film de 1981 dans lequel Frédéric Bach rend hommage à la culture, à la tradition, au vivre ensemble, on va dire, québécois, qui est donc du Québec, qui est sa patrie d'adoption. Il y aurait énormément de choses à dire sur ce film. Le personnage principal de ce film, vous l'avez vu, enfin vous l'avez compris, c'est un siège, c'est une berçante, comme on le dit, comme on l'appelle au Québec, donc ce fauteuil à bascule. Donc on voit au départ les gestes de l'artisan. Ça me semblait important de commencer dans ce lieu des artisans de l'image pour montrer ces gestes de l'artisan, cette attention tout à fait particulière que porte Frédéric Bach sur ces gestes-là. Donc le personnage principal, c'est un meuble. Et ce qui va induire en fait une temporalité tout à fait particulière dans ce film, c'est-à-dire qu'on va vivre une histoire au rythme de la vie d'un fauteuil, c'est-à-dire depuis sa naissance, vous l'avez compris, qui commence par cet érable jaune que l'on coupe, que le paysan vient couper et dans lequel il va réaliser son meuble. C'est un paysan, ça n'est pas un menuisier. C'était une époque où effectivement tous les paysans savent se construire leur maison, leurs meubles, etc. Vous allez dire c'est étonnant de commencer un propos sur l'écologie en montrant un arbre qu'on coupe, mais on l'a compris, c'est un arbre qu'on coupe dans une forme d'écologie, hein, de la relation justement de l'humain avec l'arbre, etc., puisqu'on est non pas dans la déforestation industrielle, mais dans une relation traditionnelle, rurale, avec l'environnement. Donc on coupe cet arbre et puis on va vivre la vie de ce fauteuil de génération en génération. En 20 minutes, finalement, on arrive du Québec traditionnel, qui doit être celui du XVIIe, XVIIIe siècle, jusqu'au Québec contemporain. Et vous voyez déjà, quand je parle de changer de regard, tout d'un coup, il y a un autre temps que crée le film d'animation. C'est effectivement regarder les choses, vous voyez, à partir on va dire, de la vie d'un objet, ce qui fait que effectivement le rythme est complètement différent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a à la fois quelque chose dans le rythme même du film qui est de l'ordre déjà d'une forme plus que de chorégraphie, de rythme à la fois naturel, dans la façon dont le paysan marche, dans les gestes qu'il a, dans la façon dont les gens bougent. On va retrouver régulièrement cette danse comme une espèce de transcription du mouvement du monde, du mouvement cyclique, hein, du rythme, on va dire, du vivant avec lequel consonnent les rythmes de vie traditionnels ruraux de l'époque, qui ne sont plus dans l'accélération que l'on a et dans lequel le rythme cyclique est déjà en place. La vie rurale est une vie cyclique, elle est réglée par les saisons, elle est réglée par les fêtes qui marquent elles-mêmes les saisons, et c'est ça que présente le film. Maintenant, un autre donc l'extrait de... Pardon, non, je vais quand même dire quelque chose. Avant 81, donc Crac, c'est pas avant Crac, Frédéric Bach a le projet de réaliser, donc dès la fin des années 70, un film, L'homme qui plantait les arbres, mais il n'en a pas encore les moyens, ni financiers, ni conceptuels. Et donc c'est le succès de Crac qui va lui permettre de réaliser L'homme qui plantait les arbres, mais qui est un projet qu'il a avant, et je vais revenir, et je vais surtout approfondir sur L'homme qui plantait les arbres. Donc là, on va regarder un extrait, on va peut-être couper avant, parce que je suis trop bavard et le temps file. Donc voilà, regardons un extrait de L'homme qui plantait les arbres. Mobilisation minuscule, mais avec le grand désir de respirer un peu d'air pur. C'est sans idée préconçue, sauf celle-là, que je repris le chemin de ces contrées désertes. Le pays n'avait pas changé. Toutefois, au-delà du village mort, j'aperçus dans le lointain une sorte de brouillard gris qui recouvrait les hauteurs comme un tapis. Depuis la veille, je m'étais remis à penser à ce berger planteur d'arbres. 10 000 chênes, me disais-je, occupent vraiment un très large espace. J'avais vu mourir trop de monde pendant 5 ans, pour ne pas imaginer facilement la mort d'Elzéar Bouffier, d'autant que, lorsqu'on en a 20, on considère les hommes de 50
comme des vieillards à qui il ne reste plus qu'à mourir. Il n'était pas mort. Il avait changé de métier. Il ne possédait plus que 4 brebis, mais par contre, une centaine de ruches. Il s'était débarrassé des moutons qui mettaient en péril ses plantations d'arbres. Il ne s'était pas du tout soucié de la guerre. Il avait imperturbablement continué à planter. Les chênes de 1910 avaient alors 10 ans et étaient plus hauts que moi et que lui. Le spectacle était impressionnant. J'étais littéralement privé de parole. Et comme lui ne parlait pas, nous passâmes tout le jour en silence à nous promener dans sa forêt. Elle avait en 3 tronçons 11 kilomètres de long et 3 kilomètres dans sa plus grande largeur. Quand on se souvenait que tout était sorti des mains et de l'âme de cet homme, sans moyens techniques, on comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu dans d'autres domaines que la destruction. On va arrêter là. Alors si vous n'avez pas vu ou revu ce film, évidemment, je vous invite à le voir. Oui, si tu peux passer à la diapo d'après. Pas crack, on va avancer. La diapositive suivante, s'il te plaît. Voilà. Je pense que vous avez été sensible à des dimensions tout à fait particulières de ce film, ne serait-ce qu'à travers cet extrait. C'est d'une part la lenteur du mouvement de l'homme, la lenteur du rythme. Le côté mutique du personnage qui est dit dans le texte, mais qui est souligné par le fait qu'il y a des bruits dans le film et le personnage se tait. Et tous les personnages d'ailleurs dans le film se taisent. Et puis cette perception d'un mouvement permanent. Tout ça, pour moi, ça appartient, on pourrait dire, à la grammaire, au vocabulaire qui est celui de la nature ou de l'arbre, d'une certaine manière. Un arbre ne parle pas, un arbre a une croissance lente, et un arbre et les végétaux sont dans la croissance, dans le mouvement permanent. Donc on est, vous voyez, déjà dans une poétique qui est une poétique de la nature, en tout cas du végétal. C'est un projet extrêmement important pour Frédéric Bach que d'adapter ce roman, cette nouvelle de Jean Giono. Vous avez Jean Giono en haut sur la photo, et puis sa représentation dans le film de Frédéric Bach. Frédéric Bach, donc en bon écologiste, lit la revue Le Sauvage dans les années 70. Il découvre le texte de Giono qui est publié en 74 dans Le Sauvage. Il n'est pas encore publié en tant que livre, et il est fasciné par ce récit dont il pense, comme tous les lecteurs de l'époque, qu'il témoigne d'une expérience réelle vécue. Jean Giono a en fait fait un faux littéraire. Il a répondu en fait à une commande qui était effectivement d'écrire une nouvelle sur des héros du quotidien, mais des héros qui ont effectivement vécu, qui sont des anonymes, des héros anonymes. Et il a inventé en fait ce personnage d'Elzéar Bouffier, mais sans le dire. Ce qui fait que quand le texte paraît dans Le Sauvage, tout le monde pense qu'Elzéar Bouffier a existé. Frédéric Bach le premier, et se dit c'est formidable, le texte est formidable, mais ce qui est encore plus formidable, c'est ce qu'a fait cet homme. Et ce texte n'étant diffusé qu'à travers une revue, le cinéma d'animation est pour lui le bon moyen de faire connaître, pas simplement le texte de Giono, mais l'expérience d'Elzéar Bouffier pour qu'elle serve d'exemple. C'est-à-dire d'incitation à agir, de se dire ce qu'un homme a pu faire tout seul, c'est-à-dire planter des centaines de milliers d'arbres, dizaines de milliers d'arbres, n'importe quel homme peut le faire. Et effectivement changer, puisque ce que raconte cette histoire, c'est un berger qui, dans un endroit déserté de Haute-Provence, commence à semer systématiquement des arbres, d'abord des chênes et puis autres, et puis d'année en année, ces arbres poussent et retransforment, ramènent la vie, refait vivre un paysage désert. Il se rend compte, en fait, en commençant à travailler sur le film,
que Elzéar Bouffier, que c'est un mensonge, c'est une tromperie de la part de Giono, et donc à un moment donné, il pense renoncer à faire le film. Et puis, comme il a fait un gros travail d'enquête, il s'est rendu compte qu'il y avait en fait ailleurs d'autres expériences d'hommes ou de femmes qui avaient réalisé ce type de projet. Et il s'est dit, bon, alors ok, Elzéar Bouffier n'a pas existé, mais finalement il témoigne quand même de quelque chose qui est possible et qui a été fait par d'autres hommes. Donc il va finir par faire ce film, il voyage en Provence et il va, sur les traces, il va être très fidèle au texte, je vais en reparler tout de suite après. Son parti pris, c'est celui de restituer le texte de façon intégrale à travers une voix off, qui est la voix de Philippe Noiret. À une exception près, on va passer à la diapo suivante. Bon, c'est du détail, j'ai comparé le texte du film et le texte de Giono. Il y a juste un petit, hop là, juste ce petit passage qui a été enlevé, qui est le passage qui situe précisément l'aventure d'Elzéar Bouffier. Ça, Bach l'enlève parce que voilà, pour lui, ça relève vraiment du mensonge. Il ne va pas dire que ça s'est passé à cet endroit-là. Restons sur une généralité, restons sur quand même un cadre donné culturel qui est celui, et géographique qui est celui de la Haute-Provence, sans dire que ça s'est passé dans ce village-là. On va avancer. J'ai plus le sensation du temps, mais j'ai l'impression qu'il faut que j'aille très très vite. Hein. Pardon ? 10 minutes. Alors on va avancer très vite. Ouais, allez, avançons. Donc, avançons encore. Ça, ce sont toutes les références plastiques que l'on trouve picturales que l'on trouve dans les films de Frédéric Bach, parce que c'est vraiment un projet de peinture en mouvement. Mais ça, on passe. Allons-y, avançons. Avançons encore. Ça, c'est les peintres canadiens, les représentations de la nature dont ils s'inspirent. Avançons encore. Encore. Voilà, quelques images de son maître, Mathurin Méheux, qui, comme Frédéric Bach, porte une attention très particulière non seulement au paysage, mais à la vie des hommes, à leurs gestes, à rendre cette humanité à la fois humble et sensible, extrêmement présente dans ces images. On avance, avançons encore. Et ça, c'est une phrase de Mathurin Méheux qui est finalement la profession de foi de Frédéric Bach. C'est, en tant que peintre, nous devons témoigner de notre temps. Noter tout ce que nous pouvons observer d'un monde qui change, se transforme de plus en plus vite. Voilà. Et c'est véritablement ce que l'on voit dans les films de Frédéric Bach, c'est-à-dire la transformation, le temps, on va dire, de la civilisation qui va vite, qui passe par des destructions. Dans L'homme qui plantait les arbres, vous avez à chaque fois des phases de destruction qui sont les de guerre, et puis le rythme naturel qui est effectivement d'une autre portée. Il y a une forme de dialectique entre ces deux rythmes. Donc avançons encore. Voilà. Ça, c'est une photo qui est assez significative parce que cet extrait de cette citation de Mathurin Méheux, je l'ai trouvé dans le catalogue d'une très grande exposition qui a été faite sur Frédéric Bach, non pas en France, mais au Japon, et qui a été faite sous l'égide du studio Ghibli, parce qu'il s'avère que Frédéric Bach est l'une des références essentielles à la fois d'Isao Takahata, que vous voyez sur l'écran, donc le cofondateur de Ghibli, je crois que ce n'est plus la peine de le présenter, mais aussi de Miyazaki, de notre portée. Dans ce catalogue, qui est préfacé par Takahata et Miyazaki raconte comment, en ayant vu ensemble Crack, donc au début des années 80 au Japon, Takahata et lui sortent du cinéma, ils marchent ensemble, Takahata fume d'un l'air songeur ses cigarettes, et Miyazaki le regarde et lui dit on ne vaut pas grand-chose. Hein. Voilà, c'est pour vous dire à quel niveau il plaçait. Alors, on est dans les années 80, hein, on est avant Ghibli, ils étaient au début, pas au début, mais au tout début, mais enfin voilà, la partie la plus importante de leur rêve était à venir, mais on voit bien effectivement quelle dévotion, d'une certaine manière, ont ces deux hommes pour Frédéric Bach. Takahata, là, est chez lui en train de lui présenter ce qui va être son dernier projet, le conte de la princesse Kaguya. On va aller plus loin.
qui a une influence très forte et très visible dans le... Voilà. Là, vous avez une image de Krak en haut, une image de Kaguya en bas. Vous voyez que, notamment, on pourrait le dire à la fois sur le rite, sur la relation de l'humain à la nature, enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais aussi sur la dimension plastique de l'œuvre, notamment le fait, ce travail que fait Frédéric Bach pour évoquer toujours le dessin dans sa fragilité. Vous voyez, dans l'image, vous avez du blanc, vous avez l'image qui s'estompe. Ce n'est pas une image complètement terminée. On a le sentiment du papier, on a le sentiment du croquis, eh bien, donc de la spontanéité, de la fragilité du dessin, qui est absolument rendu de la même façon dans Kaguya. C'est l'idée que on va dire, cette esthétique de l'esquisse, que le peintre, l'artiste, doit essayer de rendre quelque chose qui est de l'ordre du présent, de l'éphémère, de l'instant, c'est-à-dire saisir. Quand vous faites des esquisses, vous saisissez le vivant, vous essayez de rendre, de saisir d'une façon fixe quelque chose qui est par nature et dans la transformation elle-même. Et donc c'est cela qu'évoque l'esthétique de Bach et de Takahata. On avance encore, on avance encore. On avance encore, là j'avais tout un truc à vous dire sur ça, les gestes de bon, on en a parlé, hein, les gestes de l'artisan qui sont extrêmement importants, cette poétique du geste, et là le rythme de la communauté de la nature, j'en ai parlé. Avançons encore, avançons encore, avançons encore, allez. Voilà, ce qui me semble important, c'est que dans le cinéma de Frédéric Bach, ce que l'on voit, c'est le temps à l'œuvre. Et ça, c'est vraiment une dimension, quand on parle de recentrer, enfin de changer de regard, de changer la façon dont on regarde le vivant, c'est ça qui est à l'œuvre. L'histoire raconte quoi? Elle raconte un homme qui plante des arbres, voilà, comme on peut tous le faire. Voilà. Lorsqu'on plante un arbre, on ne le fait pas pour soi, évidemment, on le fait pour... On s'inscrit dans une autre durée, qui est celui de la génération d'après, des générations, etc. Pour prendre conscience de l'importance de ce geste, on est finalement... j'allais dire, c'est difficile d'accéder à la temporalité de la nature et en particulier d'un arbre. Quand je disais... quand je prends pour thème de cette conférence « Regarder un arbre pousser », je vous y invite, mais soyons clairs, ça ne va pas être spectaculaire ce qu'on va voir en regardant un arbre pousser. En tout cas, le spectaculaire ne se situe pas à l'endroit que l'on attend. C'est-à-dire que vous n'allez pas voir devant vos yeux la temporalité de l'arbre, elle n'est pas de l'ordre de l'instant, elle n'est pas de l'ordre « tiens, j'ai 1 heure, je vais regarder un arbre pousser ». Faites-le, mais on accède à autre chose. C'est de l'ordre de la méditation, c'est-à-dire qu'on rentre dans un autre, justement dans la perception du présent, et non pas du devenir. Le cinéma de Frédéric Bach, et le cinéma d'animation en particulier, en général, peut nous permettre de sensibiliser à cette autre temporalité. Ce qui est extrêmement intéressant dans ce film, c'est que on voit le temps à l'œuvre. On voit ce qu'un homme, en 1/2 heure, on voit ce qu'un homme peut faire à l'échelle d'une vie, à l'échelle de gestes simples du quotidien. On voit comment il peut faire œuvre. Ce n'est pas simplement l'homme qui plantait des arbres, c'est l'homme qui replante des arbres, puisqu'il restitue, il répare finalement une destruction qui est liée en fait, au charbonnage intensif de sa nature. Donc on voit l'œuvre d'un homme et on voit le temps d'une vie, en fait, ce qui peut se jouer là. On voit le mouvement de la nature et effectivement ce que peut l'animation, c'est-à-dire rendre visible, rendre sensible cette dimension du temps. Et c'est cet aspect pour moi important dans l'œuvre de Frédéric Bach, c'est la dimension performative, qui va très très bien avec le texte de Jean Giono, c'est-à-dire que c'est un texte, c'est un mouvement permanent, et on voit devant nous, effectivement, il y a une forme de performance, hein, à la fois de l'animation dans son mouvement continu, et des arbres en train de pousser. Avançons. Il faut qu'on avance, effectivement. Donc, rapidement, je vais conclure là-dessus. Voilà, ce qui est en jeu pour moi dans les films de Frédéric Bach, et qui est une invitation à prolonger ce geste-là, c'est comment rendre à travers l'animation une sensation de la nature. On va avancer. Ça, j'en parlerai pas. L'idée le travail sur
une approche réaliste des personnages, des paysages, de cadres ruraux, champêtres ou de montagne, de la relation d'un peuple, d'habitants à cet environnement. En fait, les origines, elles remontent aussi, pour moi, dans le travail de Takahata, qui est le véritable inventeur du réalisme en animation. Donc, dès 1974, Takahata, avec Heidi, fait ce travail-là, fait ce travail ethnographique, d'une certaine manière, à tel point qu'aujourd'hui, en Suisse, les gens considèrent cette série comme une série suisse. Ça fait partie totalement de leur identité, alors qu'elle a été faite par les Japonais. On avance. Ce travail-là, effectivement, ça a son prolongement, c'est l'œuvre de Miyazaki et de Takahata. Allons-y, avançons, qui effectivement, restons sur cette image, qui essaye d'approcher cette sensation de la nature, du vivant, à travers, pas simplement le détail, mais aussi la lumière, mais aussi la sensation du peintre, de l'observateur, de la nature. C'est la couleur, c'est les cieux qui nous ravissent dans les films de Takahata. C'est ce sentiment d'une profondeur, d'une nature qui est habitée, qui est véritablement vivante. On va avancer. Ça, c'est effectivement un parti pris très fort de la part de Miyazaki et de Takahata. Ça, c'est une citation de Miyazaki qui dit « Dans mes films pour enfants, je veux exprimer avant tout les motifs suivants. Le monde est profond, divers et beau. » Je pense que c'est extrêmement important de ces trois termes-là. Et vous autres enfants avez de la chance d'avoir vu le monde, le jour dans ce monde. Donc, vous voyez, ce n'est plus une représentation, on va dire, organisée à partir de principes moraux comme ceux de Disney, les bons, les méchants, les gentils. C'est essayer de rendre compte, essayer de faire partager un regard émerveillé sur la nature, sur la vie, le vivant qui nous entoure et dont nous faisons partie, pour effectivement se rendre compte que là est la véritable valeur des choses. Enfin, qu'il y a une valeur des choses et que, donc, du coup, on a intérêt à en prendre soin, à prendre soin de nous. On avance. Je ne sais pas pourquoi, mais on avance. Un film, oui, on va rester là-dessus. Un film qui est, pour moi, extrêmement important et avant-gardiste dans son approche justement de ces questions écologiques. Et vous voyez, il y a une filiation, un bac Takahata, Miyazaki, j'insiste beaucoup dessus, mais elle est vraiment à l'œuvre. C'est Pompoko, 1994, Takahata. Ça raconte l'histoire de l'urbanisation croissante qui se développe au Japon, et le peuple des Tanuki, donc des petits canidés, qui tentent de résister, c'est-à-dire d'éveiller l'homme, d'éveiller la conscience de l'homme pour que l'homme prenne conscience de ce qu'il est en train de détruire et qu'il arrête. Voilà. Et ces canidés sont, dans la tradition japonaise, doués. Ce sont des êtres vivants, mais ils sont aussi, du coup, dans la tradition, doués d'un certain nombre de pouvoirs et de représentations, donc, notamment le pouvoir de transformation. Et l'intérêt du film de Takahata, c'est qu'on n'est pas dans un affrontement homme-nature. On n'est pas dans cette dichotomie qui, en fait, est une mauvaise façon de poser le problème. Ce qu'il montre, c'est que l'homme fait partie de la nature et que l'un et l'autre sont liés. Et ces Tanuki, alors d'une part, dans ce film, ce qui est intéressant, c'est que, à ma connaissance pour l'instant, c'est la première représentation véritablement réaliste de film dans un long métrage d'animation. C'est-à-dire qu'en haut, vous avez des Tanuki qui ressemblent vraiment, enfin, sur lesquels il y a un vrai travail d'observation. Ils ne parlent pas, ils n'agissent pas en fonction. Lorsqu'ils sont à l'état sauvage, comme ça, lorsque vous les voyez comme tels, ils ne sont pas en train de vous dire, ils ne sont pas en train de parler, ils ne sont pas en train de se soucier de problèmes humains. Ils vivent véritablement comme des animaux. Et puis, Takahata se sert justement du registre du conte animalier pour superposer différents niveaux de signification et de représentation. Donc parfois les Tanuki sont réalistes et parfois ils se transforment et grâce à la transformation, ils deviennent ces animaux anthropomorphes de la tradition et là effectivement ils agissent et pensent comme des humains. On va voir plus loin. Et qu'est-ce qu'il nous dit à travers ça? Il nous dit que, voilà, que les Tanuki sont à la fois des animaux et qu'à la fois ils sont... nous sommes des Tanuki, d'une certaine manière, puisque si les Tanuki sont des humains, nous sommes aussi des Tanuki, nous sommes des animaux. L'histoire, pour ceux qui n'ont pas vu le film, donc, il y a un moment, il y a un climax extrêmement fort, où les Tanuki, donc, se servant de leur pouvoir de transformation, font une extraordinaire parade dans les rues de Tokyo, parade monstrueuse, pour éveiller une dernière fois
enfin essayer, c'est un peu la parade de la dernière chance pour que les humains se rendent compte aient peur d'une certaine manière. Et en fait, les humains prennent ça pour une formidable un spectacle de pyrotechnie, ce qui montre bien aussi l'effet de sidération dans lequel nous sommes, qui fait que notre rapport, pas simplement à la nature, mais au réel, est en train de devenir de plus en plus, de s'éloigner. Et pour moi, c'est une métaphore assez claire de ce que Guy Debord a appelé la société du spectacle, c'est le fait de dire que, y compris le réel, devient pour nous virtuel. Et qu'à un moment donné, on passe tellement de temps, moi le premier, devant des écrans, qu'on est en train de perdre le sens du réel. Et donc cette parade qui est réelle, eh bien, les humains la prennent pour du spectacle. Autre chose qui est extrêmement important dans ce film... Il n'y a plus de temps normalement. On termine. Hein. On termine, allez, dernière phrase là-dessus. Ce qui est extrêmement important aussi dans ce film, c'est que c'est un film qui travaille sur une autre dimension aussi du récit. Et je vais terminer là-dessus. De la même façon que Bach induit un autre... le travail de Bach introduit une autre forme de temporalité, comme je l'ai dit. Qu'est-ce que... pardon, je reviens sur Pompoko. C'est parce que comme je dois faire vite, je perds du temps à essayer d'aller vite. Donc ça raconte cette lutte des tanuki pour éveiller, pas contre les humains, mais pour éveiller les consciences des humains. Mais il y a quelque chose qui contredit cette histoire, ou en tout cas qui vient interférer, pas contredire, mais interférer. Eh bien, c'est le rythme naturel. C'est-à-dire que les tanuki, ce sont des animaux. Et donc, ce film, c'est à la fois cette espèce d'épopée, mais c'est aussi une chronique de la vie des tanuki. C'est-à-dire que quand revient le temps des saisons, les temps des amours, par exemple, eh ben, qu'est-ce que font des tanuki lorsque c'est la saison d'amour? Eh bien, ils font l'amour parce que la nature les appelle et appelle les animaux à ça. Et donc, tout d'un coup, cette épopée, cette lutte, tout d'un coup, s'arrête parce qu'il y a quelque chose de plus important qui est la saison des amours, se nourrir. Voilà. Donc, il y a le cycle de la nature qui prend régulièrement le pas sur le récit linéaire, on va dire, et qui fait que ce film parfois désarçonne parce que volontairement, il n'a pas l'efficacité du récit en 3 actes. Je vais sauver la planète, donc premièrement, je pose la situation, deuxièmement, il y a un conflit, troisièmement, mais j'y arrive, en gros. C'est pas ça. Il y a effectivement cet enjeu qui est posé, et puis le rythme de la chronique, le rythme du naturel qui vient interférer et nous dire quelque chose de beaucoup plus profond. C'est pas que Takahata, c'est pas écrire une histoire classique. Quand il fait le tombeau de lui seul, il a une efficacité redoutable. Et là, il nous invite effectivement à nous placer dans un autre temps. Voilà. C'est ce que, à mon avis, l'animation peut faire, c'est-à-dire nous apprendre, nous inviter à regarder pousser les arbres. Voilà. Merci beaucoup. Merci Xavier. Bravo. Merci. Alors quand on vous dit qu'il faut continuer à dessiner le vivant pour se nourrir, c'est pas que du 19e siècle, vous savez, on peut s'en servir encore aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on ne s'arrête pas sur une année de tronc commun à vous enseigner le dessin, il faut continuer tout au long de votre scolarité, tout au long de votre vie. C'est comme le musicien qui fait ses gammes, et ben, celui qui fait des images doit continuer à se nourrir du vivant. Voilà. C'est dans ce sens-là que... Merci beaucoup, on est vraiment raccord et au diapason sur beaucoup de choses, Xavier. Bien évidemment, on fera beaucoup plus long la prochaine fois. Je pense qu'on va te réinviter, si vous êtes d'accord. Hein. D'accord, tu vois. Et vous pouvez revoir, et je vous invite à revoir donc, les films que Xavier a cités, la conférence qui est enregistrée, bien sûr, qui sera sur notre chaîne YouTube dans environ 15 jours. Merci beaucoup.